militaire impeccable. En tête du cortège, une magnifique calèche en bois sombre verni, avec des détails en or pur et des sièges recouverts de velours bordeaux, s'approchait à vive allure. Le blason de la famille de Monclar brillait de 1000 feux sur les portières de la voiture. Les hommes qui chevauchaient autour portaient des tenues d'équitation de la plus haute qualité, des bottes cirées et des chapeaux élégants. La vision d'une telle richesse dans un village si reculé ressemblait à un mirage effrayant. Monsieur Firmin fit reculer son cheval, les yeux écarquillés, l'arrogance disparaissant face à une puissance financière qui écraserait son petit domaine comme un insecte. Madame Mathilde resta bouche bée, son cure-dent tombant dans la poussière sans même qu'elle s'en aperçoive. Louise serra fort la main de Pierre, confuse et émerveillée, sans comprendre ce qui se passait. Le cortège entra dans la cour de Louise. Les cavaliers formèrent un cercle parfait, isolant Firmin et ses hommes. La calèche s'arrêta doucement au centre. Le cocher sauta rapidement et ouvrit la portière avec une profonde révérence. À l'intérieur, descendit l'intendant de confiance de Pierre, un homme d'âge moyen, vêtu d'un costume à la coupe impeccable, tenant une lourde boîte en bois précieux avec des ferrures en or et une serviette en cuir de crocodile. L'intendant ignora complètement la présence effrayée du propriétaire terrien et de la foule paysanne. Il marcha d'un pas ferme vers le haut-vent, s'arrêta à 2 mètres de l'homme déguenillé, vêtu de haillons sales. Et à la stupéfaction absolue et paralysante de tout le village de Saint-Benoît-des-Roches, l'homme en cravate posa un genou dans la poussière, baissa la tête en signe de soumission totale, et d'une voix brisée par le soulagement, dit haut et fort qu'il remerciait le ciel d'avoir retrouvé monsieur le baron Pierre de Monclar sain et sauf, l'informant qu'il avait apporté tout ce que son Excellence avait ordonné dans la lettre scellée. Un murmure de pure terreur parcourut la foule. Les femmes se couvrirent la bouche des mains. Les sbires de Firmin firent des pas chancelants en arrière, lâchant les manches de leurs machettes comme si le fer était soudainement devenu incandescent. Monsieur Firmin perdit toutes ses couleurs, sa peau devenant pâle comme la cire d'une vieille bougie. Il regarda le vagabond qu'il venait d'insulter et de menacer de mort, et soudain, il vit la posture majestueuse, le regard indomptable, l'absence d'accent campagnard, les dents parfaites que les pauvres ne possédaient pas. Le mendiant, l'épouvantail, les ordures balayées du trottoir, n'était autre que l'un des hommes les plus riches et les plus influents de toute la République. Louise, à côté de Pierre, lâcha sa main comme si elle avait reçu une décharge électrique. Elle fit un pas en arrière, ses grands yeux bruns écarquillés, la respiration bloquée dans la gorge, regardant l'homme qu'elle aimait comme s'il était un fantôme matérialisé devant elle. Pierre ne prêta aucune attention au regard terrifié de la foule. Il fit un signe subtil de la tête à son intendant, qui se leva immédiatement et ouvrit la boîte en bois épais sur le couvercle d'un tonneau vide. L'éclat aveuglant de l'or pur qui débordait en pièces impeccables se refléta dans les yeux avides et maintenant désespérés de Firmin. Le baron fit un pas en avant, s'avançant jusqu'au cheval du propriétaire terrien. Il regarda l'homme tremblant, qui ressemblait maintenant à un petit garçon effrayé sur sa selle, et d'une voix coupante comme une lame de glace, lui demanda d'un ton mortel à combien s'élevait la misérable dette qui tourmentait la tranquillité de mademoiselle Louise. Monsieur Firmin bégaya, incapable de formuler une phrase complète, suant à grosses gouttes sous l'ombre de son chapeau, murmurant une somme insignifiante face à la fortune exposée. Pierre n'attendit pas plus longtemps. Il prit une poignée de lourdes pièces d'or de la boîte et, dans un geste d'un mépris foudroyant, les jeta directement aux pieds du cheval de Firmin dans la poussière du sol. Le son métallique de l'or heurtant la terre sale résonna comme un tonnerre de justice. Le baron déclara d'une voix forte que la dette était payée, exigeant que Firmin ordonne à ses hommes de main de ramasser cette monnaie par terre comme les créatures rampantes qu'ils étaient et de disparaître de ce village avant qu'il ne décide d'acheter non seulement ces terres arides, mais le domaine entier du châtelain, la banque de la ville, et de transformer Firmin en l'un de ses garçons d'écurie. L'effroi dans la voix du propriétaire humilié fut évident lorsqu'il ordonna en hurlant à ses hommes de ramasser les pièces.
Ils tombèrent à genoux dans la saleté, ramassant l'or sous le regard implacable des cavaliers du baron. En quelques secondes, l'arrogant cortège fit demi-tour et prit la fuite au galop, vaincu, humilié et exposé dans sa propre petitesse. La foule qui riait auparavant de Louise gardait maintenant les yeux baissés, craignant la fureur du baron. Pierre se tourna lentement et son regard balaya l'espace, jusqu'à croiser celui de Madame Mathilde, qui tentait de se cacher derrière les autres femmes, tremblant de la tête aux pieds. Le baron pointa son doigt acéré en direction de l'épicière commère et lui ordonna de s'approcher. La femme avança en traînant les pieds, suant à grosses gouttes, ses mains potelées, tremblant de façon incontrôlable. Pierre n'eut pas besoin de hausser la voix. Il tendit simplement la paume de sa main droite vers elle et exigea la restitution immédiate de l'objet sacré qu'elle avait pris à la femme la plus pure et la plus honnête qu'il ait jamais connue, donnant pour instruction à son intendant de payer à la femme le double de ce que valaient les médicaments, afin qu'elle ne puisse jamais dire que la famille de Montclar laissait des dettes derrière elle. Madame Mathilde glissa sa main tremblante au fond de son tablier, sortit l'ancienne alliance en or et la posa dans la main ferme de Pierre, murmurant des excuses décousues avant de faire demi-tour et de courir vers sa charrette, humiliée devant toute la ville qu'elle avait l'habitude de dominer avec ses ragots. Lorsque le dernier curieux disparut enfin au détour du chemin de terre et que seuls les majestueux chevaux de l'escorte restèrent en silence dans la cour, Pierre se tourna vers Louise. La femme était appuyée contre le pilier du haut-vent, les mains couvrant sa bouche, des larmes de choc, de soulagement et de confusion coulant librement sur son visage, baigné par le soleil qui perçait enfin les nuages gris. Le baron congédia ses hommes d'un regard, leur ordonnant silencieusement de s'éloigner pour donner de l'intimité au couple. Il marcha lentement vers Louise, ses chaussures trouées et ses vêtements déchirés, contrastant avec l'alliance en or brillant qu'il tenait avec respect. Pierre s'arrêta devant elle, son regard autrefois dur et autoritaire, se fondant en une expression de pure tendresse et de dévotion. Il respira profondément, confessant à voix basse qu'il lui devait le plus grand des pardons pour avoir menti sur son nom et ses origines. Il lui raconta comment la cupidité et les apparences l'avaient rendu malade au point de le faire fuir sa propre vie à la recherche d'une étincelle de véritable humanité. Et puis, la voix brisée par l'émotion, le baron déclara qu'il avait traversé l'enfer de la fausseté seulement pour être sauvé par l'ange le plus magnifique qui habitait ces contrées sauvages. Il lui dit que lorsque les femmes riches avaient vu ses vêtements sales, elles l'avaient chassé comme un déchet, mais que lorsque Louise avait vu sa faim, elle avait partagé sa seule assiette de nourriture, et que lorsque la mort était venue réclamer son âme par la fièvre, elle avait cédé son souvenir le plus précieux et sacré pour acheter le remède qui l'avait sauvé. Il s'agenouilla là, sur le sol rustique du haut-vent en torchis, prit la main gauche et tremblante de Louise, glissant doucement l'alliance de sa défunte mère à son annulaire. La regardant avec une vénération absolue, Pierre la supplia de lui permettre de passer le reste de ses jours à essayer d'être digne d'un amour si grandiose, demandant l'humble femme en mariage, non pas comme le baron de Montclar, mais comme l'homme dont l'âme lui appartenait entièrement. Louise, sanglotant de bonheur et le cœur débordant, tomba à genoux devant lui, enlaçant le cou de l'homme dans un geste d'amour foudroyant et purificateur, ses larmes lavant le visage de l'homme qui avait trouvé la plus grande des richesses là où personne d'autre n'osait regarder. Les années passèrent, et les eaux du temps lavèrent les vieilles tristesses. Sous le soleil chaud et doré d'une matinée de printemps, l'immense terrasse du domaine principal de la famille de Montclar était baignée par la douce brise qui faisait balancer les rideaux de pur lin. La grande demeure n'était plus une forteresse froide et silencieuse. Elle ajouta que s'il cherchait de l'argent ou de l'or, il avait frappé à la porte la plus pauvre de tout l'arrière-pays et lui conseilla de retourner au village et de chercher les plus grands domaines. Pierre écouta ces mots, ressentant un choc étrange dans sa poitrine.
Il n'y avait aucun mépris dans la voix de Louise. Il n'y avait aucun dégoût dans son regard. Il n'y avait qu'une franchise douloureuse et une dignité qu'il avait rarement vue dans les salles de bal illuminées par des lustres en cristal. Il tint le bord de son chapeau de ses deux mains sales et regarda la terre craqueler autour de lui, disant doucement qu'il ne cherchait pas d'argent, car l'argent entravait souvent plus l'esprit d'un homme qu'il ne l'aidait. Il déclara qu'il cherchait seulement un toit pour ne pas dormir à la belle étoile et un peu de soupe pour tromper son estomac, assurant qu'il avait des bras forts et qu'il travaillerait du lever au coucher du soleil, sans se plaindre. Louise regarda cet homme à nouveau. Elle-même avait si peu. Sur l'étagère de sa cuisine, il n'y avait qu'un demi-pot de saindoux, un peu de farine rustique et un reste de lentilles qu'elle comptait économiser pour le reste de la semaine. N'importe quelle personne saine d'esprit aurait dit au vagabond de passer son chemin. Mais Louise connaissait la douleur de la faim et le désespoir de l'abandon. Elle regarda les chaussures trouées de pierre, puis son visage, et quelque chose au fond du cœur de cette femme solitaire tressaillit. D'un simple signe de tête, elle lui montra le auvent sur le côté de la maison et lui demanda de s'asseoir sur le banc en bois, l'avertissant qu'elle allait chercher un peu d'eau fraîche au puits et qu'elle verrait ce qu'elle pourrait trouver sur le poêle à bois. Le baron déguisé marcha jusqu'au auvent et s'assit, ressentant le soulagement immédiat de l'ombre sur son corps endolori. Tandis qu'il observait Louise marcher vers le puits, tirant la lourde corde avec effort, il remarqua la façon dont elle se mouvait. Il n'y avait pas la délicatesse répétée des femmes riches, mais il y avait une grâce véritable dans sa force. Quelques minutes plus tard, elle revint avec un gobelet en fer blanc, cabossé débordant d'eau fraîche et froide. Pierre tint le gobelet de ses deux mains tremblantes et but comme si c'était la boisson la plus chère et la plus raffinée qu'il eût jamais goûtée de toute sa vie. L'eau descendit, lavant la sécheresse de son âme. Il la remercia, baissant la tête en signe de profond respect. Peu de temps après, Louise apporta une assiette en émail ébréchée sur les bords. À l'intérieur, il y avait une portion de bouillon de lentilles clairsemées mélangée à de la farine et un petit morceau de petit salé dur, comme de la pierre. Ce n'était presque rien, mais pour Pierre, à cet instant, cela avait l'arôme du plus grand banquet. Il prit la cuillère en métal tordu et commença à manger lentement, savourant chaque bouchée avec une révérence sincère. Louise s'assit au bord du auvent, à une distance respectueuse, épluchant quelques épis de maïs secs, tout en l'observant discrètement. Elle remarqua quelque chose de curieux. Bien qu'il fût vêtu de haillons et visiblement affamé, le vagabond mangeait le dos droit. Il ne dévorait pas la nourriture comme un animal désespéré. Il portait la cuillère à sa bouche d'une manière presque raffinée, sans faire de bruit avec ses lèvres, tenant le bord de l'assiette avec deux doigts tendus, une habitude étrange pour un homme qui prétendait être un ouvrier habitué à la brutalité des routes. Lorsqu'il eut terminé, Pierre reposa la cuillère dans l'assiette, s'essuya la bouche avec le dos de sa main sale et regarda Louise. Il n'utilisa pas l'argot commun des ouvriers agricoles. D'une voix calme et les yeux fixés sur elle, il la remercia en disant qu'il n'oublierait jamais un tel geste de générosité, affirmant que le repas était divinement préparé et que sa dette de gratitude envers elle serait éternelle. Louise s'arrêta d'éplucher le maïs une seconde, ses yeux bruns légèrement écarquillés. Le vocabulaire poli, la prononciation parfaite des mots, l'utilisation de termes comme divinement préparé. Rien de tout cela ne correspondait au personnage de l'homme déguenillé devant elle. Mais elle ne posa aucune question. La vie rude lui avait appris que chaque personne porte ses propres fantômes et qu'il ne faut pas fouiller dans les blessures des autres. Elle sourit simplement du coin des lèvres, un sourire timide qui forma de petites rides au coin de ses yeux, et répondit qu'il n'y avait aucune dette entre les enfants de Dieu, pointant ensuite vers une vieille grange en bois au fond de la cour. Elle expliqua qu'il y avait un tas de foin propre à l'intérieur et qu'il pourrait y dormir, à condition qu'il aide à désherber le champ de blé le lendemain. La première nuit de Pierre dans la grange fut la plus inconfortable de sa vie sur le plan physique. Le foin piquait à travers ses vêtements troués
Le vent froid entrait par les fentes des planches et l'odeur forte du fumier sec remplaçait les parfums de lavande française de son ancien lit. Pourtant, en regardant le toit en bois par où filtrait la lumière de la lune, Pierre sentit une paix indescriptible remplir sa poitrine. Pour la première fois depuis des années, il avait été traité comme un être humain par quelqu'un qui n'attendait rien de lui, simplement parce qu'il semblait n'avoir rien à offrir. L'image du sourire retenu de Louise, la femme qui avait partagé sa propre faim avec un étranger, ne quittait pas ses pensées. Le lendemain, le chant du coq déchira le silence de l'aube avant même que le soleil n'apparaisse à l'horizon. Le brouillard froid couvrait la propriété, transformant tout en un paysage blanchâtre et fantomatique. Pierre se leva en sentant chaque os de son corps protester. Il se lava le visage avec l'eau glacée d'un tonneau près de la grange et marcha vers la maison. Louise était déjà debout dans la petite cuisine au sol en terre battue, attisant le feu du poêle à bois. L'odeur du café fort et de la fumée remplissait l'air, une combinaison qui apporta un étrange sentiment de foyer au cœur du baron. Elle servit le café chaud dans un petit gobelet en terre cuite et le lui offrit, accompagné d'un morceau de pain de campagne durci de la veille. Lorsqu'il tendit la main pour prendre le gobelet, les doigts épais et chauds de Louise effleurèrent accidentellement sa peau. Ce fut un contact rapide, l'affaire d'une seconde, mais qui fit se croiser leurs regards au-dessus de la vapeur qui montait du café. Louise baissa rapidement la tête, dissimulant une légère rougeur sur son visage sali de suie, et s'excusa à voix basse, se hâtant de prendre sa propre houe posée contre le mur. Pierre sentit son cœur s'emballer d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis sa jeunesse. Le travail au champ commença dès que le soleil perça la brume. Louise pointa du doigt la grande zone envahie de mauvaises herbes et de hautes herbes qui étouffaient la plantation de lentilles. Elle tendit une houe lourde aux manches épais à Pierre. Le baron, qui n'avait pas touché à un outil lourd depuis plus de 15 ans, saisit fermement la houe et commença à sarcler. Dans les 20 premières minutes, sa détermination le maintint à un rythme soutenu, mais très vite, la réalité de son corps, peu habitué, réclama son dû. Le soleil montait implacable dans le ciel, brûlant sa nuque découverte. Son dos lui faisait mal, comme s'il était écrasé par des pierres. Mais le pire n'était pas la fatigue musculaire, c'était ses mains. Sous la saleté qu'il avait intentionnellement frottée sur son corps, la peau de Pierre était douce, bien soignée avec des lotions et habituée seulement à tenir des plumes d'encre et des tasses en porcelaine. La friction constante du manche en bois rustique ne tarda pas à ouvrir d'énormes ampoules sur les paumes de ses mains. Au milieu de la matinée, la douleur devint presque insupportable. Pierre s'arrêta un instant, lâcha la houe et regarda ses propres mains. L'une des ampoules avait éclaté, laissant la chair à vif exposée et couverte de terre, saignant légèrement. Il laissa échapper un murmure étouffé de douleur, serrant les dents pour ne pas se plaindre à voix haute. Louise, qui sarclait quelques rangées plus loin avec l'agilité de quelqu'un qui a passé toute sa vie au champ, se rendit compte que le bruit constant du travail de Pierre s'était arrêté. Elle se retourna, essuyant son visage trempé de sueur, et s'approcha de lui. Sans demander la permission, Louise prit les poignets de l'homme et tourna les paumes de ses mains vers le haut. Le silence qui s'installa entre eux était dense, chargé seulement du chant des cigales dans les arbres lointains. Louise fronça les sourcils, ses yeux bruns, analysant la blessure, et, plus important encore, analysant la peau autour de la blessure. Il n'y avait pas d'ancien cale. Il n'y avait pas la peau épaisse, dure et jaunâtre, typique des hommes qui passent leur vie à la houe. C'étaient des mains délicates, blessées par un effort auquel elle n'était manifestement pas habituée. Elle leva lentement les yeux, rencontrant le regard tendu de Pierre. Il savait qu'il avait été découvert dans un mensonge. Son cœur martelait contre ses côtes, craignant qu'elle ne le chasse en pensant qu'il était un escroc ou un fugitif. Mais Louise ne cria pas, elle ne posa pas de questions inquisiteurs. Son regard s'adoucit, prenant une teinte de compréhension silencieuse. D'une extrême douceur, elle sortit un petit chiffon en coton propre qu'elle gardait dans la poche de sa robe.
lui demanda de ne pas bouger et noua le tissu autour de sa main blessée, couvrant la chair à vif pour la protéger de la terre. Tandis qu'elle serrait le nœud avec soin, l'odeur du savon de Marseille, qui émanait des vêtements de Louise, envahit les narines de Pierre, mêlée à l'odeur douce de la sueur d'un travail honnête. Elle murmura tout en continuant de regarder ses mains que la terre était dure et ne pardonnait pas à ceux qui n'en connaissaient pas les secrets, mais que la douleur des premiers cals était le prix à payer pour prendre racine quelque part. Le cœur de Pierre manqua un battement. Il n'était pas seulement fasciné par la gentillesse de cette femme incroyable, mais il était profondément ému par le fait qu'elle avait choisi de ne pas le juger. Elle avait compris qu'il n'était pas le journalier expérimenté qu'il prétendait être. Elle avait compris qu'il cachait quelque chose, mais, au lieu d'exiger des explications, elle offrit de l'attention. Pierre regarda ses propres mains bandées par le simple tissu, puis regarda dans les yeux de Louise et sentit quelque chose de chaud, d'intense et de vrai naître dans sa poitrine. Il murmura un merci, la voix brisée, se promettant à lui-même qu'il continuerait le travail jusqu'à la fin de la journée, même si ses mains saignaient, car il ne voulait pas décevoir la seule personne qu'il avait traitée avec une véritable humanité depuis des années. Les semaines suivantes commencèrent à tisser une routine silencieuse et intime entre eux. La cohabitation forcée par l'isolement de la propriété transformait la relation de patronne et d'employé en un partenariat profond et indestructible. Pierre, malgré les douleurs et la souffrance initiale, endurcit la peau de ses mains et les muscles de son corps. Le baron déguisé apprit à traire la vache dans les matins froids, apprit à réparer les clôtures cassées et à puiser l'eau lourde du puits. Et à chaque tâche qu'il accomplissait pour soulager le poids des épaules de Louise, la jeune femme sentait que la fatigue dans son propre corps diminuait. Pour la première fois depuis longtemps, Louise ne ressentait plus le poids écrasant de la solitude. Et dans les détails les plus quotidiens, l'affection entre eux commençait à éclore, subtile comme les premières fleurs du printemps dans la garrigue. Le soir, après une journée de travail harassante, ils avaient l'habitude de s'asseoir sous l'auvent. L'obscurité autour de la ferme les enveloppait comme un manteau protecteur, et la seule lumière provenait d'une lampe à pétrole accrochée à un clou sur la poutre en bois. Pierre, oubliant momentanément son déguisement d'homme simple, se mettait à raconter des histoires. Il ne parlait pas de richesse matérielle ou des élégants dîners de la haute société, car cela l'aurait trahi. Au lieu de cela, il parlait des endroits lointains qu'il avait visités dans le passé, des constellations qui parsemaient le ciel et des livres de poètes anciens qu'il avait lus. Louise écoutait tout avec enchantement, assise sur son banc, les mains reposant sur ses genoux, ses yeux brillants reflétant la flamme jaune de la lampe. Elle remarquait les jolis mots qu'il utilisait, la façon cultivée de construire ses phrases, le mystère de cet homme qui portait l'éducation d'un prince dans les vêtements d'un mendiant. Lors d'une de ces nuits, alors que Louise réparait la chemise déchirée que Pierre portait pendant la journée, faisant de petits points minutieux avec une aiguille rouillée sous la faible lumière, Pierre ne put détacher ses yeux d'elle. Il observait la concentration sur son visage serein, la mèche de cheveux sombres qui s'échappait de sa tresse et tombait sur ses yeux, le dévouement avec lequel elle prenait soin de ses affaires. Le baron ressentit une envie irrépressible d'atteindre son visage et de remettre cette mèche rebelle derrière son oreille. La proximité physique sous le petit auvent rendait l'air plus dense. Louise, sentant le poids du regard intense de l'homme sur elle, arrêta son aiguille au milieu du tissu et leva lentement le visage. Leurs yeux se rencontrèrent, pris dans un magnétisme silencieux. Le son des grillons tout autour sembla disparaître. Il y eut un bref instant où Pierre inclina légèrement son corps vers l'avant, la respiration suspendue, le cœur battant la chamade contre ses côtes, et Louise serra fort le tissu de la chemise entre ses mains, les lèvres légèrement entr'ouvertes dans une attente contenue. Mais le moment d'enchantement et de rapprochement fut brutalement interrompu par le son sec et violent de chevaux au galop freinant brusquement sur le chemin de terre devant la propriété. Le nuage de poussière s'élevait encore, éclairé par la lune,
lorsque la voix âpre et autoritaire coupa la tranquillité de la nuit. Monsieur Firmin, accompagné de 2 hommes de main aux traits durcis, arrêta les chevaux à la barrière de Louise, l'ombre de leur chapeau dissimulant les intentions cruelles sur leur visage. Le délai touchait à sa fin, et la paix que Pierre et Louise avaient construite ces semaines-là était sur le point d'être mise à l'épreuve par le feu implacable de l'avidité et de la méchanceté. Et le mystère de qui était réellement le vagabond devrait être révélé avant que la femme qu'il avait appris à aimer ne perde la seule chose qui lui restait au monde. Le bruit des sabots des chevaux frappant violemment contre la terre sèche résonna dans la nuit, brisant la magie fragile qui s'était formée sous le petit auvent. La poussière rougeâtre s'éleva en nuages épais, envahissant les narines de Pierre et Louise, tandis que 3 cavaliers s'arrêtaient brusquement près de la barrière en bois pourri. La faible lumière de la lune révéla l'imposante silhouette de Monsieur Firmin, monté sur un bel étalon noir qui renâclait d'impatience. De chaque côté du propriétaire terrien, 2 hommes au visage marqué de cicatrices et au regard cruel gardaient leurs mains dangereusement près des fourreaux de leurs machettes. Louise sentit son sang se glacer dans ses veines, et l'aiguille qu'elle tenait glissa, lui piquant légèrement le bout du doigt. Elle se leva d'un bond, sa robe en coton frottant contre le bois du banc, et s'avança jusqu'au bord du auvent, le cœur martelant dans sa gorge. Pierre, oubliant un instant les douleurs de ses mains fraîchement calleuses, se leva juste derrière elle, positionnant son corps de manière subtile, presque comme un bouclier protecteur entre la femme qui l'avait accueillie et la menace qui venait d'arriver. Monsieur Firmin ajusta son chapeau de cuir à large bord et regarda Louise avec un sourire moqueur qui n'atteignait pas ses yeux froids. D'une voix grave et chargée d'arrogance, il dit que la nuit était bien belle pour des rencontres amoureuses, mais qu'il n'avait pas chevauché jusqu'ici pour admirer les étoiles. Le puissant châtelain cracha par terre, tout près de la botte sale de Pierre, et exigea de savoir si la jeune femme avait déjà l'argent de la dette de ses défunts parents, lui rappelant que les intérêts avaient transformé la somme en une petite fortune. Louise déglutit à vide, serrant ses mains tachées de terre au niveau de sa taille, et répondit d'une voix tremblante, mais empreinte de dignité que monsieur savait parfaitement que la sécheresse avait ruiné la récolte. Elle expliqua qu'elle avait à peine des lentilles pour manger, encore moins les pièces d'argent qu'il exigeait, et implora quelques mois supplémentaires, promettant de livrer toute la prochaine récolte de blé s'il avait seulement un peu de patience et de miséricorde chrétienne. Le rire âpre du propriétaire déchira le silence de la campagne, accompagné des rires étouffés de ses sbires. Firmin se pencha sur la selle de son cheval, le cuir grinçant sous son poids, et répondit sur un ton de dérision que la banque de la ville n'acceptait pas la miséricorde comme paiement, et qu'il n'était pas une institution de charité pour entretenir des gens ruinés. Ses petits yeux cruels se détournèrent de Louise et se posèrent sur la silhouette déguenillée de Pierre. Le propriétaire plissa les yeux, jaugeant l'homme de la tête aux pieds, remarquant la chemise déchirée et le chapeau de paille effiloché. D'un ton chargé de dégoût, l'homme demanda si cet épouvantail était la nouvelle acquisition de la ferme, se moquant du fait que Louise était tombée si bas qu'elle ramassait les ordures que Madame Mathilde avait balayées du trottoir de l'épicerie quelques jours auparavant. Il rit en disant qu'un mendiant ne pourrait pas sauver ces terres misérables, même s'il travaillait 100 ans d'affilée. Pierre sentit son sang bouillir, d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis sa jeunesse. Toute l'attitude polie qu'il tentait de maintenir menaça de s'effondrer sous le poids de cette humiliation gratuite, non pas dirigée contre lui, mais contre la femme qui se tenait à ses côtés. Le baron déguisé fit un pas en avant, les poings serrés le long de son corps, la mâchoire crispée. Il regarda Firmin droit dans les yeux sans baisser la tête et dit d'une voix ferme, étonnamment grave et sans l'accent paysan qu'il essayait d'imiter, que la véritable misère d'un homme ne se mesurait pas à la quantité de trous dans ses vêtements, mais plutôt au manque de caractère de son âme. Les mots résonnèrent dans l'obscurité, lourds et raffinés, provoquant un malaise immédiat. Le propriétaire s'arrêta de rire,
surpris par l'audace et le langage de ce vagabond. L'un des hommes de main porta la main à sa lame, attendant l'ordre du patron pour donner une leçon à l'effronté. Louise, terrifiée à l'idée de voir Pierre blessé, attrapa rapidement son bras, ses doigts s'enfonçant dans le tissu usé de sa chemise. Elle regarda le puissant propriétaire terrien, les yeux pleins de larmes non versées, et le supplia de pardonner l'insolence du journalier, alléguant que l'homme était fatigué et ne savait pas à qui il parlait. Firmin tira sur les rênes de son cheval, l'animal reculant nerveusement. Le visage rouge, d'une fureur contenue, il pointa son gros doigt vers Louise et décréta le verdict final. Il hurla qu'il reviendrait dans exactement 7 jours, vendredi prochain, avant le coucher du soleil. Il déclara que si elle ne lui remettait pas l'argent comptant sur la table, il arracherait la porte de cette vieille masure et s'emparerait de l'acte de propriété de gré ou de force, lui conseillant de commencer à préparer ses baluchons et son épouvantail de compagnie pour déguerpir du village. Sans attendre de réponse, Firmin enfonça ses éperons dans le cheval et partit au galop, suivi de ses hommes, ne laissant derrière lui que l'odeur de la sueur animale et un nuage de poussière suffocant. Le silence qui suivit fut assourdissant. Louise relâcha lentement le bras de Pierre, les jambes flageolantes. Elle marcha jusqu'au pilier en bois du haut-vent et glissa jusqu'à s'asseoir sur le sol en terre, cachant son visage entre ses genoux. Les pleurs qu'elle avait retenus avec tant de force face à l'ennemi s'échappèrent finalement en sanglots douloureux et étouffés. C'étaient les pleurs de quelqu'un qui avait lutté toute sa vie contre le courant et qui réalisait enfin qu'il allait se noyer. Pierre sentit son cœur se serrer d'une manière indescriptible. Dans son ancienne vie de richesse, il aurait résolu ce problème en signant un chèque sans même regarder le montant. Mais là, vêtu de haillons et les mains calleuses, il ressentait la véritable agonie de l'impuissance. Il marcha lentement vers elle, s'agenouilla sur la terre sale, sans se soucier de son pantalon déjà rapiécé, et tendit la main avec un soin extrême, touchant l'épaule tremblante de la femme. Louise leva son visage baigné de larmes, ses yeux bruns brillants de désespoir, reflétés dans la lumière de la lampe à pétrole. Elle murmura d'une voix brisée que tout était fini, se lamentant que les terres où ses parents avaient sué sang et eau allaient être prises par un homme mauvais et qu'elle n'aurait même plus de toit pour s'abriter. Pierre ne put supporter de voir cette douleur. Avec une délicatesse qui contrastait avec son apparence rustique, il utilisa son pouce pour essuyer une larme qui coulait sur sa joue. Le contact de sa peau rugueuse contre le visage mouillé de Louise envoya un frisson le long de leur colonne vertébrale. Il plongea son regard au plus profond de ses yeux et avec une conviction qui semblait venir du fond de son âme, promit qu'elle ne perdrait pas sa maison. Il lui dit d'une voix basse et veloutée que tant qu'il aurait du souffle dans les poumons, M. Firmin ne poserait pas un doigt sur ses terres. Louise cligna des yeux, confuse et émerveillée par la force de ce regard. L'espace d'un instant, le désespoir céda la place à un sentiment chaud qui fleurit dans sa poitrine. Elle ne savait pas comment un pauvre journalier pourrait tenir une telle promesse, mais la vérité dans le ton de la voix de Pierre la fit croire que les miracles pouvaient encore se produire. Dans les jours qui suivirent, l'atmosphère de la propriété devint dense et chargée d'une urgence silencieuse. L'automne commença à montrer ses griffes, apportant des vents coupants et des nuages sombres qui s'accumulaient à l'horizon, menaçant de tempêtes que la terre sèche n'était pas préparée à recevoir. Pierre travailla comme un possédé. Il se réveillait des heures avant l'aube et sarclait, réparait les clôtures, coupait du bois, tentant de mettre la propriété dans le meilleur état possible, comme si l'effort physique pouvait d'une manière ou d'une autre repousser l'échéance du châtelain. Il ne voulait pas s'arrêter, ne voulait pas penser. La proximité physique avec Louise était devenue constante. Lorsqu'ils se croisaient dans la cour étroite, leurs bras s'effleuraient, générant des étincelles invisibles qui les faisaient tous deux détourner le regard, les joues rougies. Lorsqu'ils s'asseyaient pour manger leur maigre repas quotidien, leurs regards se rencontraient au-dessus de la table en bois brut.
chargé de mots non dits et d'une tendresse qui prenait des racines profondes dans le cœur du baron solitaire. C'est l'après-midi du 4e jour que la tragédie climatique frappa la ferme. Le ciel, autrefois bleu, devint d'un violet oppressant, et un tonnerre assourdissant secoua le sol. La pluie s'abattit non pas comme une bénédiction, mais comme un châtiment violent. Le vent fort menaçait d'arracher les tuiles disjointes de la grange, où étaient stockés les rares sacs de blé que Louise avait réussi à récolter. Pierre, voyant le désespoir de la femme face au risque que sa subsistance ne pourrisse sous l'eau, courut dans la tempête sans y réfléchir à deux fois. L'eau glaciale détrempa ses vêtements en quelques secondes, collant le tissu fin à son corps. Il grimpa sur le toit glissant de la grange, affrontant le vent qui lui coupait la peau comme un rasoir, utilisant des morceaux de vieille toile et de lourdes pierres pour boucher les fentes par où l'eau entrait à flot. Louise, en bas, tenait l'échelle en bois de toutes ses forces, hurlant pour qu'il descende, terrifié à l'idée qu'un éclair ne le frappe ou qu'il ne glisse vers sa propre perte. Le baron déguisé lutta contre la fureur de la nature pendant près de 2 heures. Lorsqu'il descendit enfin, ses lèvres étaient violettes de froid et son corps tremblait de façon incontrôlable. Louise le tira à l'intérieur de la petite cuisine, fermant la porte avec difficulté contre le vent hurlant. Elle chercha rapidement une serviette épaisse et commença à sécher ses cheveux trempés, son visage à quelques centimètres du sien. La respiration haletante de Pierre se mêla à la sienne. Il regarda les yeux inquiets de Louise, sentant la chaleur de ses mains à travers la serviette, et pendant 1 seconde, l'envie de l'embrasser là, au milieu de la tempête, fut presque insupportable. Il leva sa main tremblante et toucha son poignet, arrêtant les mouvements de la serviette. Louise déglutit à vide, les lèvres entr'ouvertes, leur cœur battant à l'unisson sur un rythme accéléré. Mais Pierre éternua violemment, son corps tout entier secoué par un frisson profond qui brisa le charme du moment. La réalité du froid et de l'épuisement avait réclamé son dû. Le lendemain matin, le soleil brilla de nouveau faiblement sur la terre mouillée, mais le silence dans la grange était troublant. Louise fut surprise de ne pas trouver Pierre dans la cuisine pour le café et courut jusqu'à l'annexe en bois au fond de la cour. En poussant la porte, elle sentit l'odeur aigre de la sueur de la maladie. Pierre était jeté sur le tas de foin, recroquevillé en position fétale, respirant de manière lourde et bruyante. Son visage était baigné de sueur, pâle comme de la cire, à l'exception de 2 plaques rouges intenses sur ses joues. La fièvre était arrivée pendant la nuit, brutale et impitoyable. Louise tomba à genoux à côté de lui, posant le dos de sa main sur le front de l'homme, et recula presque face à la chaleur absurde qui émanait de sa peau. Il délirait, murmurant des mots incompréhensibles. La panique s'empara de la femme. Elle savait ce que cette fièvre signifiait dans ces campagnes. C'était la même maladie qui avait emporté ses parents dans la tombe en moins de 3 jours. Et si vous avez le cœur serré en voyant le sacrifice et le désespoir de Louise, laissez votre commentaire en nous disant ce que vous feriez à sa place. N'oubliez pas de laisser votre j'aime pour que cette histoire d'amour véritable parvienne à plus de monde. Louise n'hésita pas une seconde. Elle courut à la maison, fit bouillir de l'eau, prépara des linges humides et passa les heures suivantes à changer des compresses froides sur le front de Pierre, essayant de faire baisser la température du corps qui brûlait de l'intérieur. Mais la fièvre ne cédait pas. Au milieu de ses délires, le baron se débattait dans le foin, agrippant les mains de Louise avec une force effrayante. Les yeux révulsés, il commença à prononcer des phrases décousues. Il murmurait que l'or ne donnait pas d'étreinte, se plaignait que le manoir était froid et solitaire, et suppliait pour que ses faux amis le laissent en paix, disant qu'il préférait la mort à la vie vide qu'il menait. Louise écoutait ces mots, le cœur serré, le front plissé de confusion. Manoir, or, faux amis, rien de tout cela n'avait de sens venant d'un vagabond qui mangeait des restes de lentilles. Mais elle secoua la tête, chassant les doutes de son esprit. Peu importait qui il avait été dans le passé ou quel fantôme le hantait. À cet instant, il était l'homme qui avait redonné des couleurs à sa vie.
l'homme qui avait protégé sa récolte, l'homme dont elle admettait enfin à elle-même être éperdument amoureuse. Lorsque l'après-midi commença à tomber, la respiration de Pierre se fit plus courte. Louise comprit que de simples linges d'eau froide ne suffiraient pas. Il lui fallait un remède puissant. Il lui fallait de la quinine de l'apothicaire de la ville. Le désespoir la poussa à agir. Elle courut jusqu'à sa minuscule chambre, ouvrit le double fond d'un tiroir dans la vieille commode en bois, rongée par les termites, et en sortit une petite boîte en velours délavé. À l'intérieur reposait le seul héritage de valeur qu'elle possédait, la grosse alliance en or de sa défunte mère. C'était son trésor, sa garantie pour ne pas mourir de faim dans le pire des scénarios, le seul souvenir physique qui lui restait de sa famille. Louise n'hésita pas. Elle serra l'alliance froide dans la paume de sa main, jeta un châle sur ses épaules et courut sur le chemin de terre boueux, laissant Pierre se reposer sous de lourdes couvertures. La marche de plusieurs kilomètres jusqu'au village lui parut une éternité. Ses pieds s'enfonçaient dans la boue, le vent froid lui cinglait le visage, mais l'image de Pierre souffrant dans la grange la faisait courir de plus en plus vite. Lorsqu'elle arriva enfin à l'épicerie de Madame Mathilde, le soleil se cachait déjà. L'endroit était rempli de fermiers buvant de l'eau de vie et de jeunes filles cancanant tout en choisissant des coupes de tissu. Louise entra à bout de souffle, les cheveux ébouriffés et les vêtements souillés de boue, attirant les regards curieux et dégoûtés de toutes les personnes présentes. Elle marcha droit jusqu'au comptoir où Madame Mathilde mâchouillait un cure-dent d'un air supérieur. La voix hachée par la course, Louise posa l'alliance en or brillant sur le comptoir en bois usé et demanda, presque en suppliant, 2 flacons de la meilleure quinine et des onguents pour la fièvre. Madame Mathilde prit l'alliance, soupesant l'or pur, la cupidité brillant dans ses petits yeux. Elle laissa échapper un rire méchant qui attira l'attention des autres clients, demandant d'une voix forte et moqueuse si la miséreuse s'était finalement décidée à vendre les souvenirs de sa mère morte. La vieille commerçante se pencha par-dessus le comptoir et demanda avec venin pour qui était ce remède si cher, insinuant que Louise se séparait de son trésor pour sauver ce mendiant sale qu'elle avait ramassé dans la rue. Les chuchotements remplirent la boutique. Les gens montrèrent du doigt, jugeant la femme solitaire qui osait dépenser des fortunes pour un vagabond sans nom. Louise leva le menton, ses yeux bruns lançant des éclairs de fureur et de fierté. D'une voix qui résonna dans toute l'épicerie, elle répondit que ce qu'elle faisait de son or ne regardait qu'elle, exigeant que la commerçante lui remette le remède avant que Dieu ne la punisse pour sa langue de vipère. La fermeté des mots de Louise fit taire les ricanements. Madame Mathilde, contrariée mais ravie du profit absurde qu'elle réalisait, prit les flacons sur l'étagère, les jeta sur le comptoir et glissa l'alliance dans la poche de son tablier. La nuit était déjà bien avancée lorsque Louise retourna à la ferme, les jambes douloureuses de fatigue. Elle prépara le médicament mélangé à de l'eau et, avec une patience infinie, s'assit à côté de Pierre dans la grange sombre, tenant sa tête sur ses genoux pour le forcer à avaler le liquide amer goutte à goutte. Elle passa la nuit entière éveillée, caressant les cheveux en sueur de l'homme, récitant toutes les prières qu'elle connaissait, et le sacrifice, fait par amour, commença à porter ses fruits. Aux premières heures de la matinée, avant le lever du soleil, la respiration de Pierre se stabilisa enfin. La chaleur brûlante de sa peau diminua, laissant place à une sueur froide qui signalait la fin de la fièvre. Il ouvrit lentement ses yeux lourds, sa vision floue devenant progressivement nette, et la première chose qu'il vit fut le visage fatigué et angélique de Louise, qui dormait appuyée contre un poteau en bois de la grange, la main reposant toujours sur la poitrine de l'homme. Pierre sentit sa gorge sèche, mais une clarté cristalline inonda son esprit. Il était en vie. Il regarda son propre corps couvert, sentant le goût amer du remède coûteux dans sa bouche. En tentant de se redresser, son regard tomba sur la main gauche de Louise qui reposait dans le foin à côté de lui. Il connaissait l'histoire de cette femme. Il savait qu'elle n'avait même pas un sou vaillant pour acheter des médicaments, mais il avait remarqué, des semaines auparavant,
une marque pâle sur son annulaire, le signe qu'elle gardait une alliance précieuse. L'anneau n'était plus là. La compréhension frappa le cœur du baron avec la force de la foudre. Tout au long de sa vie entière, entouré de luxe et de faux flatteurs, personne n'avait jamais sacrifié un seul morceau de pain pour lui, sans s'attendre à une récompense de millionnaire en retour. Et là, il y avait une femme dans une misère absolue qui s'était défaite de sa seule sécurité au monde, le souvenir le plus précieux qu'elle possédait, pour acheter la vie d'un ouvrier inconnu. Son amour était réel, tangible, et il n'y avait aucun prix au monde qui pourrait le payer. Des larmes chaudes et silencieuses coulèrent sur le visage de Pierre, traçant des chemins dans la poussière de sa peau. Il n'était plus le baron désillusionné, ni le journalier misérable. Il était un homme rené par un amour authentique, un amour si fort et pur qui l'amena à prendre la décision la plus importante de sa vie. Il devait agir vite, car le délai de M. Firmin était sur le point d'expirer. Se mouvant avec une extrême précaution pour ne pas réveiller la femme qui lui avait sauvé la vie, Pierre se leva, sentant son corps faible, mais son âme indomptable. Il marcha silencieusement jusqu'à la cuisine, trouva un morceau de papier kraft rustique et un bout de charbon éteint du poêle à bois. Avec des mains encore tremblantes de faiblesse, mais avec la calligraphie élégante et ornée d'un noble éduqué dans les meilleures écoles, il rédigea une lettre urgente, la pliant et la scellant d'une manière bien particulière. Le baron se glissa hors de la propriété aux premières lueurs du jour, marchant avec difficulté jusqu'à la route principale. Il attendit qu'un convoi de marchands muletiers en route vers la grande ville passe par là. Pierre aborda le chef de file, un homme au visage fermé. Sous les regards méfiants des cavaliers qui ne voyaient qu'un mendiant fiévreux, Pierre glissa la main dans un double fond de sa ceinture en cuir déchiré et en sortit la seule chose de son passé qu'il avait emporté avec lui. Un lourd bouton en argent massif avec les armoiries de la famille de Monclar gravées. Il remit le bouton brillant dans la main du muletier choqué, accompagné de la lettre, et donna des ordres précis d'une voix d'une autorité incontestable. Il lui ordonna que la lettre fût remise en main propre à son intendant sur le domaine principal de la région, sans détour, promettant que l'homme serait récompensé d'or pur une fois la livraison effectuée. Le marchand, reconnaissant l'argent véritable et le ton de commandement qui ne correspondait pas aux haillons, fit un signe de tête, garda la lettre et éperonna son cheval au grand galop. Lorsque Pierre retourna à la grange, le soleil était déjà haut. Louise s'était réveillée et faisait les 100 pas, désespérée de trouver la couche vide, craignant que dans son délire, l'homme ne se soit enfoncé dans la forêt. Lorsqu'elle le vit entrer en marchant lentement, elle poussa un soupir de soulagement si profond que ses jambes flanchèrent. Pierre la retint par les bras avant qu'elle ne tombe, appuyant son front contre le sien. Leurs respirations se mêlèrent à nouveau, mais cette fois-ci, il y avait une entente profonde, une complicité silencieuse, qui n'avait pas besoin de mots pour se confirmer. Elle porta sa main sans alliance à son visage, caressant sa barbe naissante. Pierre saisit cette main calleuse et embrassa l'espace vide sur son doigt avec une révérence sacrée. Les jours qui suivirent furent un compte à rebours silencieux et angoissant. Au village, M. Firmin célébrait déjà l'acquisition anticipée des terres, riant dans les coins et disant qu'il aurait enfin l'eau la plus claire de la région pour ses bêtes. Madame Mathilde clamait sur tous les toits l'histoire de l'idiote qui avait échangé de l'or contre des médicaments pour un vagabond qui allait bientôt mourir. Et tout le village attendait avec impatience le vendredi, espérant voir le spectacle de l'expulsion de la femme insolente. L'humiliation était en place. À la veille du jour fatidique, la fin de l'après-midi teinta le ciel de Saint-Benoît-des-Roches de nuances d'orange et de violet, comme si la nature elle-même était consciente de l'affrontement qui approchait. La tension sur la petite propriété de Louise était palpable, lourde comme l'air avant l'orage. Elle était assise sous l'auvent, recousant une déchirure de sa robe en cotonnade, de ses mains tremblantes, tentant de dissimuler la terreur de se retrouver sans abri le lendemain matin.
Pierre s'assit à côté d'elle, le corps désormais rétabli et les yeux brillants d'une intensité nouvelle et féroce. Il prit délicatement l'aiguille et le tissu de ses mains, la forçant à le regarder. Le baron prit les deux mains de Louise entre les siennes, transmettant une chaleur réconfortante. De la voix la plus douce et la plus ferme qu'elle eût jamais entendue, il lui murmura de ne pas avoir peur, peu importait ce qui arriverait le lendemain, assurant que l'amour qui était né dans la sécheresse de ces terres arides serait plus fort que n'importe quel propriétaire terrien ou n'importe quelle dette du passé, promettant que, lorsque le soleil se coucherait vendredi, elle comprendrait tout et leur vie changerait à jamais. Louise ferma simplement les yeux, laissant couler une larme solitaire, choisissant de faire aveuglément confiance à l'homme qui lui avait volé son cœur. Le vendredi se leva avec un poids inhabituel dans l'air, comme si le ciel même du midi retenait son souffle par révérence envers la douleur qui allait se dérouler. Le soleil se leva timidement, caché derrière une épaisse couche de nuages gris qui filtrait la lumière, plongeant la petite propriété de Louise dans une pénombre mélancolique. Le silence du matin n'était pas le silence paisible de la campagne, mais la quiétude funèbre des adieux. À l'intérieur de la maison en torchis, le son rugueux du tissu frottant sur le bois résonnait dans la pièce vide. Louise était agenouillée sur le sol en terre battue, pliant ses quelques vêtements délavés et les rangeant dans un baluchon fait avec un vieux drap. Ses mouvements étaient lents, mécaniques, comme si chaque pliage exigeait une force surhumaine. Elle ne pleurait plus, car ses larmes semblaient avoir séché durant la nuit blanche. Il n'y avait qu'une résignation amère et profonde. Elle regarda les murs de travers que son père avait montés de ses propres mains, passa ses doigts tremblants sur les marques de l'encadrement de la porte où sa mère mesurait sa taille quand elle était enfant, et sentit sa poitrine se serrer à lui, en couper le souffle. Dans la petite cuisine, l'odeur du café clairsemé se mêlait à l'arôme du bois brûlé. Pierre se tenait près de la fenêtre, observant la cour vide. Il portait déjà ses vêtements de travail rapiécés, mais la posture voûtée des jours précédents avait complètement disparu. Il se tenait droit, les épaules larges tendues, la mâchoire crispée dans une expression de concentration absolue. Ses yeux sombres se fixaient sur le chemin de terre qui menait au village, calculant le temps, comptant les heures. Il savait que la voiture de son domaine principal était en route, mais les routes boueuses de la tempête d'il y a quelques jours avaient pu retarder son intendant. Lorsque Louise entra dans la cuisine, en portant son petit baluchon de vêtements, l'image de cette femme forte et fière, réduite à transporter toute sa vie dans un bout de tissu, brisa ce qu'il restait des défenses de Pierre. Il marcha vers elle d'un pas ferme, s'arrêta à quelques centimètres et d'une délicatesse qui contrastait avec ses mains désormais calleuses, la prit par les épaules. D'une voix veloutée et chargée d'une urgence contenue, le baron déguisé lui demanda de défaire ce baluchon. Il regarda au fond des yeux bruns et effrayés de la femme et affirma que personne ne la chasserait de cette maison tant qu'il serait en vie pour l'en empêcher. Louise baissa la tête, un soupir las s'échappant de ses lèvres gercées. Elle répondit dans un murmure presque inaudible que l'espoir était un luxe que les pauvres ne pouvaient pas se payer, et le remercia d'essayer de la réconforter, mais lui rappela que la loi des hommes riches était implacable et que M. Firmin n'aurait aucune pitié. Pierre lui releva doucement le menton de son index, la forçant à affronter son regard déterminé, et déclara avec conviction que la loi des hommes pouvait être imparfaite, mais que la justice divine trouvait toujours son chemin, et qu'elle devait lui faire confiance pour seulement quelques heures de plus. Le contact chaud de la main de cet homme sur son visage fit s'emballer le cœur de Louise. Oubliant un instant la misère et le désespoir, elle se permit de fermer les yeux et d'incliner son visage contre la paume de sa main, absorbant cette force mystérieuse qu'il exhalait, désirant que ce moment d'affection silencieuse puisse durer toujours. Mais le monde réel ne pardonnait pas les pauses du cœur. Le bruit sourd de sabots frappant le sol en terre commença à vibrer sous leurs pieds, s'amplifiant à chaque seconde. Ce n'était pas seulement un cheval, c'était une petite foule.
Pierre et Louise sortirent sous le haut vent, les yeux plissés contre la faible clarté du matin. Au bout de la route, soulevant un nuage de poussière étouffant, arrivait M. Firmin, monté sur son étalon noir. Mais il n'était pas seul. De chaque côté du châtelain chevauchaient ces 4 hommes de main les plus violents. Et juste derrière, une charrette tirée par des mules amenait Madame Mathilde, la patronne de l'épicerie, accompagnée de quelques personnes du village. La méchanceté humaine avait la fâcheuse manie de transformer le malheur des autres en spectacle, et le voisinage était venu pour assister aux premières loges à l'expulsion de la femme qui avait osé défier l'ordre naturel des choses en échangeant de l'or contre des médicaments pour un étranger malade. Le cœur de Louise se mit à battre la chamade. Elle serra ses propres mains tachées de terre et déglutit à vide, sentant ses jambes se dérober alors que le cortège de la terreur s'arrêtait exactement devant sa barrière pourrie. Monsieur Firmin ne prit pas la peine de descendre de cheval. Il s'arrêta majestueusement au centre de la cour, le cuir de sa selle grinçant dans le lourd silence. Madame Mathilde descendit de la charrette avec difficulté, ajustant le châle sur ses épaules potelées, avec un sourire moqueur, jouant sur ses lèvres peintes, ses petits yeux brillants d'anticipation. Le propriétaire ajusta son chapeau, regarda Louise avec un profond mépris, et d'une voix qui tonna dans la cour, exigea de savoir si la miséreuse avait déjà les pièces d'argent empilées sur la table, ou s'il devait ordonner à ses hommes de jeter ses vieilleries au milieu des broussailles. La commère du village laissa échapper un petit rire aigu, commentant à voix haute avec ses voisins que la seule chose de valeur que la femme possédait avait déjà été dépensée pour sauver une épave malade qui ne servait même pas à sarcler le champ correctement. Les mots venimeux de Madame Mathilde tranchèrent l'air, mais Louise, rassemblant la dernière once de fierté qui lui restait, descendit les 2 marches du haut-vent et marcha vers le propriétaire terrien. La tête haute et la colonne droite, Louise déclara d'une voix claire qu'elle n'avait pas l'argent. Elle expliqua que la terre n'avait pas donné assez de fruits et que sa dette ne pourrait être remboursée ce jour-là. Mais elle affirma avec courage que monsieur savait très bien que ces terres valaient 10 fois plus que la somme que ses parents avaient empruntée. Firmin poussa un rire cruel, tirant sur les rênes de son cheval qui fit un pas nerveux en avant. Il se moqua en disant que la valeur de la terre, c'était lui qui la dictait, et qu'à ses yeux, cette poussière ne valait même pas le fumier de ses animaux, à l'exception de la source d'eau. D'un geste de la main arrogant, il ordonna aux sbires d'envahir la maison et de jeter tout ce qu'ils trouveraient à la belle étoile, hurlant que les terres lui appartenaient désormais de droit. Ce fut à ce moment précis, lorsque le premier homme de main posa sa botte sur la première marche du haut-vent, qu'une voix de tonnerre paralysa tout le monde. Pierre descendit du haut-vent avec une fureur froide et contrôlée dans les yeux. Il ne marchait plus comme un ouvrier fatigué. Il avançait avec la prestance d'un roi dont le château venait d'être envahi. Le baron déguisé s'arrêta entre les sbires et la porte de Louise, bloquant le passage de son propre corps. D'un ton d'autorité qui fit reculer d'instinct même l'étalon de Firmin, Pierre ordonna que personne ne fasse un seul pas de plus vers cette maison, avertissant que l'homme qui oserait toucher à la propriété de Louise Martin le regretterait amèrement jusqu'au dernier jour de sa vie. La foule retint son souffle. Le contraste entre les vêtements en lambeaux de pierre et la posture absolument aristocratique de son corps créait une scène étrange et hypnotique. Et si vous avez le cœur serré, espérant que justice soit faite et que l'amour de Pierre et Louise triomphe de toute cette humiliation, arrêtez-vous une seconde et laissez un commentaire sur ce que vous feriez au propriétaire si vous étiez à la place du baron. N'oubliez pas de laisser un j'aime pour nous aider à continuer de raconter ces histoires émouvantes. Monsieur Firmin cligna des yeux plusieurs fois, assimilant l'insolence de ce vagabond. Son visage devint rouge de fureur et les veines de son cou saillant. Il pointa son fouet en cuir en direction du visage de Pierre et hurla, demandant pour qui un mendiant couvert de boue se prenait pour donner des ordres sur ses terres, menaçant de faire attacher l'effronté à un arbre par ses hommes et de le fouetter jusqu'à ce qu'il apprenne à respecter ses supérieurs.
Madame Mathilde porta la main à sa poitrine, haletant d'une fausse indignation, déclarant que c'était le comble de l'absurde et qu'il fallait appeler la gendarmerie pour arrêter cet étranger fou. Louise, terrifiée à l'idée que Pierre soit blessé, courut vers lui et tenta de le tirer par la manche déchirée de sa chemise, le suppliant, les yeux pleins de larmes, de ne pas affronter Firmin, l'implorant que sa vie valait plus que n'importe quel bout de terre. Mais Pierre ne bougea pas. Il prit la main tremblante de Louise avec fermeté, entrelaçant ses doigts aux siens, dans un geste public de protection et de tendresse qui fit manquer un battement au cœur de la femme. Il regarda Firmin avec un sourire glacial sur les lèvres, un sourire de quelqu'un qui détenait un pouvoir que les mortels devant lui ne pouvaient même pas concevoir. D'un calme terrifiant, le baron répondit que monsieur se trompait lourdement sur l'identité du véritable propriétaire de ces lieux et suggéra au châtelain de regarder la route derrière lui avant de parler de supériorité. La fermeté dans les paroles de Pierre fut si absolue que Firmin, instinctivement, tourna la tête pour regarder par-dessus son épaule. La foule, curieuse, fit de même. Et ce qu'ils virent glaça le sang dans les veines de chaque personne présente dans cette cour. Le son constant et puissant de dizaines de chevaux au galop rompit la brume matinale. Ce n'étaient pas des chevaux de trait ordinaires, c'étaient des pur-sang à la robe brillante et à l'allure majestueuse, marchant dans une formation militaire impeccable. En tête du cortège, une magnifique calèche en bois sombre verni, avec des détails en or pur et des sièges recouverts de velours bordeaux, s'approchait à vive allure. Le blason de la famille de Montclar brillait de 1000 feux sur les portières de la voiture. Les hommes qui chevauchaient autour portaient des tenues d'équitation de la plus haute qualité, des bottes cirées et des chapeaux élégants. La vision d'une telle richesse dans un village si reculé ressemblait à un mirage effrayant. Monsieur Firmin fit reculer son cheval, les yeux écarquillés, l'arrogance disparaissant face à une puissance financière qui écraserait son petit domaine comme un insecte. Madame Mathilde resta bouche bée, son cure-dent tombant dans la poussière sans même qu'elle s'en aperçoive. Louise serra fort la main de Pierre, confuse et émerveillée, sans comprendre ce qui se passait. Le cortège entra dans la cour de Louise. Les cavaliers formèrent un cercle parfait, isolant Firmin et ses hommes. La calèche s'arrêta doucement au centre. Le cocher sauta rapidement et ouvrit la portière avec une profonde révérence. À l'intérieur, descendit l'intendant de confiance de Pierre, un homme d'âge moyen, vêtu d'un costume à la coupe impeccable, tenant une lourde boîte en bois précieux avec des ferrures en or et une serviette en cuir de crocodile. L'intendant ignora complètement la présence effrayée du propriétaire terrien et de la foule paysanne. Il marcha d'un pas ferme vers le haut-vent, s'arrêta à 2 mètres de l'homme déguenillé, vêtu de haillons sales. Et à la stupéfaction absolue et paralysante de tout le village de Saint-Benoît-des-Roches, l'homme en cravate posa un genou dans la poussière, baissa la tête en signe de soumission totale, et d'une voix brisée par le soulagement, dit haut et fort qu'il remerciait le ciel d'avoir retrouvé monsieur le baron Pierre de Montclar sain et sauf, l'informant qu'il avait apporté tout ce que son Excellence avait ordonné dans la lettre scellée. Un murmure de pure terreur parcourut la foule. Les femmes se couvrirent la bouche des mains. Les sbires de Firmin firent des pas chancelants en arrière, lâchant les manches de leurs machettes comme si le fer était soudainement devenu incandescent. Monsieur Firmin perdit toutes ses couleurs, sa peau devenant pâle comme la cire d'une vieille bougie. Il regarda le vagabond qu'il venait d'insulter et de menacer de mort, et soudain, il vit la posture majestueuse, le regard indomptable, l'absence d'accent campagnard, les dents parfaites que les pauvres ne possédaient pas. Le mendiant, l'épouvantail, les ordures balayées du trottoir n'étaient autres que l'un des hommes les plus riches et les plus influents de toute la République. Louise, à côté de Pierre, lâcha sa main comme si elle avait reçu une décharge électrique. Elle fit un pas en arrière, ses grands yeux bruns écarquillés, la respiration bloquée dans la gorge, regardant l'homme qu'elle aimait comme s'il était un fantôme matérialisé devant elle. Pierre ne prêta aucune attention au regard terrifié de la foule. Il fit un signe subtil de la tête à son intendant,
qui se leva immédiatement et ouvrit la boîte en bois épais sur le couvercle d'un tonneau vide. L'éclat aveuglant de l'or pur qui débordait en pièces impeccables se refléta dans les yeux avides et maintenant désespérés de Firmin. Le baron fit un pas en avant, s'avançant jusqu'au cheval du propriétaire terrien. Il regarda l'homme tremblant, qui ressemblait maintenant à un petit garçon effrayé sur sa selle, et d'une voix coupante comme une lame de glace, lui demanda d'un ton mortel à combien s'élevait la misérable dette qui tourmentait la tranquillité de mademoiselle Louise. Monsieur Firmin bégaya, incapable de formuler une phrase complète, suant à grosses gouttes sous l'ombre de son chapeau, murmurant une somme insignifiante face à la fortune exposée. Pierre n'attendit pas plus longtemps. Il prit une poignée de lourdes pièces d'or de la boîte et, dans un geste d'un mépris foudroyant, les jeta directement au pied du cheval de Firmin dans la poussière du sol. Le son métallique de l'or heurtant la terre sale résonna comme un tonnerre de justice. Le baron déclara d'une voix forte que la dette était payée, exigeant que Firmin ordonne à ses hommes de main de ramasser cette monnaie par terre comme les créatures rampantes qu'ils étaient et de disparaître de ce village avant qu'il ne décide d'acheter non seulement ces terres arides, mais le domaine entier du châtelain, la banque de la ville, et de transformer Firmin en l'un de ses garçons d'écurie. L'effroi dans la voix du propriétaire humilié fut évident lorsqu'il ordonna en hurlant à ses hommes de ramasser les pièces. Ils tombèrent à genoux dans la saleté, ramassant l'or sous le regard implacable des cavaliers du baron. En quelques secondes, l'arrogant cortège fit demi-tour et prit la fuite au galop, vaincu, humilié et exposé dans sa propre petitesse. La foule qui riait auparavant de Louise gardait maintenant les yeux baissés, craignant la fureur du baron. Pierre se tourna lentement et son regard balaya l'espace, jusqu'à croiser celui de madame Mathilde, qui tentait de se cacher derrière les autres femmes, tremblant de la tête aux pieds. Le baron pointa son doigt acéré en direction de l'épicière commère et lui ordonna de s'approcher. La femme avança en traînant les pieds, suant à grosses gouttes, ses mains potelées, tremblant de façon incontrôlable. Pierre n'eut pas besoin de hausser la voix. Il tendit simplement la paume de sa main droite vers elle et exigea la restitution immédiate de l'objet sacré qu'elle avait pris à la femme la plus pure et la plus honnête qu'il ait jamais connue, donnant pour instruction à son intendant de payer à la femme le double de ce que valaient les médicaments, afin qu'elle ne puisse jamais dire que la famille de Montclar laissait des dettes derrière elle. Madame Mathilde glissa sa main tremblante au fond de son tablier, sortit l'ancienne alliance en or et la posa dans la main ferme de Pierre, murmurant des excuses décousues avant de faire demi-tour et de courir vers sa charrette, humiliée devant toute la ville qu'elle avait l'habitude de dominer avec ses ragots. Lorsque le dernier curieux disparut enfin au détour du chemin de terre et que seuls les majestueux chevaux de l'escorte restèrent en silence dans la cour, Pierre se tourna vers Louise. La femme était appuyée contre le pilier du haut-vent, les mains couvrant sa bouche, des larmes de choc, de soulagement et de confusion coulant librement sur son visage, baigné par le soleil qui perçait enfin les nuages gris. Le baron congédia ses hommes d'un regard, leur ordonnant silencieusement de s'éloigner pour donner de l'intimité au couple. Il marcha lentement vers Louise, ses chaussures trouées et ses vêtements déchirés, contrastant avec l'alliance en or brillant qu'il tenait avec respect. Pierre s'arrêta devant elle, son regard autrefois dur et autoritaire, se fondant en une expression de pure tendresse et de dévotion. Il respira profondément, confessant à voix basse qu'il lui devait le plus grand des pardons pour avoir menti sur son nom et ses origines. Il lui raconta comment la cupidité et les apparences l'avaient rendu malade au point de le faire fuir sa propre vie à la recherche d'une étincelle de véritable humanité. Et puis, la voix brisée par l'émotion, le baron déclara qu'il avait traversé l'enfer de la fausseté seulement pour être sauvé par l'ange le plus magnifique qui habitait ces contrées sauvages. Il lui dit que lorsque les femmes riches avaient vu ses vêtements sales, elles l'avaient chassé comme un déchet, mais que lorsque Louise avait vu sa faim, elle avait partagé sa seule assiette de nourriture,
et que lorsque la mort était venue réclamer son âme par la fièvre, elle avait cédé son souvenir le plus précieux et sacré pour acheter le remède qui l'avait sauvé. Il s'agenouilla là, sur le sol rustique du Haut-Vent en torchis, prit la main gauche et tremblante de Louise, glissant doucement l'alliance de sa défunte mère à son annulaire. La regardant avec une vénération absolue, Pierre la supplia de lui permettre de passer le reste de ses jours à essayer d'être digne d'un amour si grandiose, demandant l'humble femme en mariage, non pas comme le baron de Montclar, mais comme l'homme dont l'âme lui appartenait entièrement. Louise, sanglotant de bonheur et le cœur débordant, tomba à genoux devant lui, enlaçant le cou de l'homme dans un geste d'amour foudroyant et purificateur, ses larmes lavant le visage de l'homme qui avait trouvé la plus grande des richesses là où personne d'autre n'osait regarder. Les années passèrent, et les eaux du temps lavèrent les vieilles tristesses. Sous le soleil chaud et doré d'une matinée de printemps, l'immense terrasse du domaine principal de la famille de Montclar était baignée par la douce brise qui faisait balancer les rideaux de pur lin. La grande demeure n'était plus une forteresse froide et silencieuse. Elle résonnait de la vie, de la joie et de la paix d'un véritable foyer. Pierre, vêtu de vêtements en coton fin, mais conservant le chapeau rustique qui lui rappelait où sa rédemption avait commencé, était assis dans un fauteuil moelleux, tenant une tasse de café avec un sourire serein. Il observait avec une profonde adoration la femme à l'allure élégante, aux cheveux sombres et brillants, vêtue d'une soie simple et de très bon goût, qui se promenait dans le jardin fleuri. Louise était devenue la baronne la plus aimée et la plus respectée de toute la région, non pas pour les titres de noblesse qu'elle portait désormais, mais pour sa bonté infinie, transformant la richesse de son mari en école et en aide pour les plus démunis. Lorsque Louise se retourna, remarquant le regard passionné de son mari qui la suivait, elle eut un sourire éblouissant, un sourire qui effaçait les ombres de toute souffrance du passé. Pierre marcha vers elle, l'enveloppant dans ses bras au milieu de la douce odeur des vignes, conscient que le véritable luxe ne résidait pas dans l'or qui dormait à la banque, mais dans la chaleur des mains de la femme qui avait choisi d'aimer un vagabond, construisant ensemble un empire inébranlable fondé sur l'amour absolu, le dépassement de soi et la vérité éternelle du cœur.